Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 27 novembre 2020, c'est la dernière séance de la semaine. Nous sommes au lendemain de Thanksgiving et tout d'abord je tenais à m'excuser pour hier, je n'ai pas été en mesure de vous livrer le Good Morning Market pour des problèmes techniques. Nous allons nous rattraper aujourd'hui, nous allons faire un point fondamental sur certaines matières premières. On va se concentrer principalement sur l'énergie. On va donc parler du gaz naturel. Nous allons également nous allons faire un point complet sur le pétrole. Nous allons essayer de voir quels sont les différents facteurs haussiers. Il y a également des facteurs baissiers. Nous allons voir à quoi s'attendre concernant les cours du pétrole. Nous allons faire de même pour le gaz naturel. Nous allons parler des perspectives de court terme pour les 15 prochains jours. Nous allons également parler des perspectives de moyen terme. Alors ceci étant dit, nous allons à présent faire un point sur l'actualité économique et financière avant de passer au calendrier économique pour nous lancer ensuite sur les matières premières. Alors il faut savoir que les actions se sont échangées principalement à la hausse lors de la session asiatique avec au Japon un Nikkei qui gagne 0,4%, le Kospi coréen 0,3%, les indices chinois en progression de 0,3 à 0,5%. En Australie, le S&P ASX 200 quant à lui s'est replié de 0,5%. Alors, concernant la pandémie, le nombre total de cas de coronavirus confirmés en Allemagne a dépassé les 1 million. À noter que AstraZeneca pourrait organiser un autre essai de vaccin après que les données du premier aient été faussées et soient mises en doute actuellement. Donald Trump a fait une annonce. Il a déclaré que les livraisons de vaccins aux États-Unis commenceront dès la semaine prochaine et que donc le personnel de santé sera donc prioritaire, mais également les personnes âgées. Donc ce seront les premières populations à recevoir leur dose de vaccin. Concernant le Brexit, les pourparlers devraient reprendre à Londres ce week-end. Reuters a cependant indiqué que la décision sur l'accès des banques et des sociétés financières britanniques au marché européen ne sera pas prise cette année. Il semblerait qu'il y ait encore des divergences, notamment concernant la pêche. À noter que l'Allemagne envisage d'émettre près de 180 milliards d'euros de nouvelles dettes en 2021 et la Chine qui prévoit d'imposer des droits anti-dumping sur le vin australien. Les bénéfices industriels chinois pour le mois d'octobre ont atteint 28,2% en glissement annuel. Étant donné que nous étions donc intéressés au Bitcoin pour le webinaire hebdomadaire de lundi, et donc le Bitcoin actuellement se maintient à près de 17 000 $ après le plongeon d'hier. Donc nos doutes étaient bel et bien fondés sur le Bitcoin. Nous allons à présent aborder le calendrier économique qui ne nous réserve pas grand-chose. Nous avons déjà pris connaissance de plus de la moitié des données qui étaient attendues aujourd'hui. Il faut savoir que Wall Street est de retour aujourd'hui, mais simplement pour une demi-séance. Donc Wall Street sera de retour de 15h30 jusqu'à 19h et les échanges seront également limités concernant les métaux précieux, donc le gold, le silver, le platinum et le palladium, mais également pour les produits agricoles, corn, soybean, wheat et coton. Et le pétrole également. Donc une demi-séance aux États-Unis, un calendrier économique allégé, aucune donnée en provenance d'outre-Atlantique. Tout nous provient d'Espagne, de France et de la zone euro. Les données de la zone euro n'auront pas d'impact significatif. Alors à présent, nous allons passer directement, nous allons nous intéresser tout d'abord aux fondamentaux des matières premières. Donc nous allons débuter par les matières premières. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons parler, pour commencer très rapidement, du gold. Le gold qui va clôturer aujourd'hui son chandelier hebdomadaire, qui a effectué un pullback sur la ligne de coût de ce rounding bottom. Donc des perspectives haussières toujours d'actualité tant qu'on ne se replie pas en dessous de cette zone de résistance, avec ici on remarquera une moyenne mobile exponentielle à 50 périodes qui vient donc en renfort. Le gold en données journalières ici se stabilise au-dessus des 1800 $. Qu'en est-il en données H4 Nous sommes aux alentours, nous sommes assez loin de notre Kijun. On pourrait espérer un retour à la moyenne pour un test de la Kijun. Alors peut-être pas aujourd'hui, les volumes devraient être plutôt modérés. Et donc le copper, les perspectives sont clairement haussières. On s'est affranchi ici de cette résistance et le copper décolle. Nous allons à présent nous intéresser, donc on va commencer par le gaz naturel.
Il faut savoir que le gaz naturel a gagné du terrain hier. Le gaz naturel a gagné près de 10% hier. Alors, quelle en est la cause? Il y en a plusieurs. On va parler, bien entendu, comme à chaque fois lorsque l'on aborde le gaz naturel, on va parler météo. Mais on va parler avant cela, on va parler des stocks hebdomadaires. Il faut savoir qu'on a pris connaissance du rapport sur les stocks aux États-Unis, un rapport qui a fait état d'une baisse des stocks à hauteur de 18 milliards de pieds cubes, hein, ce qui était conforme aux attentes, mais ce qui semble confirmer un début de peut-être saison de chauffage. Alors il faut savoir que les conditions météorologiques sont encore, les températures resteront assez élevées jusqu'à environ le 3 décembre. Et donc à partir du 3 décembre, on devrait assister à une baisse des températures. Et donc cette baisse des températures pourrait très certainement motiver donc une nouvelle impulsion haussière, hein. C'est pour ça qu'il y aura un niveau d'un point de vue technique à surveiller de près, on va en parler, mais il faut savoir qu'à moyen terme, les perspectives pour le gaz naturel restent baissières, hein. Donc, et dans les mois à venir, on pourrait assister à des baisses, et donc tout ce qui pourrait permettre à moyen terme, pardon, une hausse du gaz naturel, c'est simplement une baisse des températures, hein, par rapport aux moyennes saisonnales. Pour l'heure, à partir du 3 décembre, il y aura des baisses effectives et donc cela pourrait motiver de nouvelles hausses. Alors d'un point de vue technique, ce qu'il faudra surveiller, on va noter d'abord un nuage Ishimoku en données journalières qui pourrait soutenir les cours à la hausse. Nous avons une résistance ici et le franchissement de cette résistance serait un signal haussier. Les 3,025 en cas de franchissement, ce serait pour aller chercher E3 et ensuite pour aller chercher les 3,390. Donc ici, ce sera notre Kijun qui pourrait nous donner un signal en vue de la poursuite de cette hausse et par la suite, on pourrait éventuellement se replier pour aller chercher notre nuage en tant que support. Mais en tout cas, à court terme, on s'attend à une éventuelle hausse en début du mois de décembre et donc on va surveiller d'un point de vue technique les cours du gaz naturel, hein. Les données journalières semblent assez claires. Les données intraday en H4 également pourraient nous donner un signal de par la sortie du nuage par le haut. Et donc nous suivrons avec attention l'évolution du cours du gaz naturel la semaine prochaine. Qu'en est-il du pétrole? Alors plusieurs choses, hein, concernant le pétrole. Nous allons essayer de faire un point car la situation n'est pas complexe, mais il y a plusieurs éléments à savoir, hein. Le pétrole WT est actuellement à 45 $. Alors à quoi s'attendre? Pourquoi cette hausse? Quels sont les différents facteurs fondamentaux qui permettent une telle progression des cours du pétrole et est-ce que ces facteurs sont durables? Alors le premier facteur, on en parlait depuis longtemps, on le savait, pour espérer une hausse des pétroles, il nous fallait un vaccin. Et on n'en a pas qu'un, on en a même plusieurs potentiels vaccins qui sont développés par 3 sociétés différentes. Et donc, ce que nous laisse penser cette diversité de vaccins, c'est que l'on pourrait avoir d'ailleurs une capacité de production assez élevée, hein. C'est un peu ce que nous disait notre président de la République Emmanuel Macron, c'est qu'il y a donc plusieurs sociétés qui développent les vaccins, ce qui permet de se diversifier et de se procurer du stock. Et donc cela est également positif pour les cours du pétrole, car cela pourrait éventuellement très rapidement permettre à la mobilité de retrouver des niveaux acceptables et donc une reprise de la demande de pétrole. Et donc cette diversité de vaccins permet donc d'espérer un approvisionnement pour les différents pays et donc une reprise de la mobilité. Alors on va s'intéresser rapidement ici à ce graphique, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'EIA s'attend à ce que ce coronavirus continue d'entraîner une réduction implicite des stocks de pétrole. L'OPEP sait qu'il faudra du temps pour que la demande se rétablisse. C'est pour ça que l'OPEP devrait donc s'accorder pour de nouvelles réductions, ce qui semble le plus probable, hein, pour le moment, afin de maintenir les cours à un niveau relativement élevé. Ce qu'il faut savoir également, c'est que 10% des capacités de raffinage restent inutilisées pour le moment et les données, hein, de Rystad Energy montrent que ce chiffre était de 2 à 3% avant la pandémie de coronavirus. Nous avons un second effet. Après donc le vaccin, un second facteur, c'est la victoire de Joe Biden. Alors nous avons donc cette promesse de la relance budgétaire à hauteur de 2000 milliards de dollars, ce qui devrait stimuler la demande. Un
un autre facteur, c'est que Biden pourrait également limiter l'activité du secteur du schiste aux États-Unis, donc limiter l'offre. Et pour le moment, on observe un rebond du nombre de plateformes pétrolières en activité aux États-Unis. Je vous rappelle que c'est un chiffre dont nous prenons connaissance chaque vendredi en fin d'après-midi. Et donc, on pourrait s'attendre tout de même à une hausse de la production dans les prochains mois. Il faut savoir également que les installations, que l'exploitation dans le golfe du Mexique devrait reprendre après la saison des ouragans. On se souvient que la production a été très perturbée cette saison. C'est le cas chaque année, c'est la saison des ouragans. Et donc, on estime que la production qui a été perdue pendant la période estivale oscille entre 700 000 et 800 000 barils par jour. Alors, un autre aspect de cette victoire de Joe Biden, il faut savoir qu'à l'avenir, cela serait susceptible d'augmenter l'offre de pétrole. Pourquoi? Nous en avions parlé également. C'est le retour du pétrole iranien. Alors, le retour du pétrole iranien, donc c'est une menace. Cela augmenterait considérablement l'offre, car cette production pourrait atteindre 2 millions de barils par jour. Et donc, ce rétablissement de l'accord nucléaire sera un frein important en vue de cette progression pour les cours du pétrole. Donc, il faudra rester tout de même assez prudent. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour la hausse et il y en a pour la baisse. Donc, cette victoire de Biden pourrait entraîner d'un côté une augmentation de l'offre à long terme, mais aussi une baisse de la demande. En raison de son programme climatique. Contrairement à Donald Trump, Joe Biden est fortement sensibilisé aux contraintes climatiques. Et donc, Rystad Energy prévoit que la demande mondiale de pétrole atteindra un pic dans l'année à venir, soit près de 103 millions de barils par jour, contre 90 à 95 millions de barils actuellement. Alors, nous allons nous intéresser à présent à un prochain graphique que voilà. Et donc ici, ce qu'il est important de noter, c'est que le potentiel de production et d'exportation de pétrole iranien pourrait atteindre 2 millions de barils par jour. Et ce qui semble assez évident, l'Iran a besoin donc de liquidités. Et étant donné que ce pays détient énormément de stocks de pétrole, et ces stocks sont situés en offshore, et ses principaux clients, la Chine et l'Inde, pourraient rapidement consommer tout ce stock iranien si les sanctions étaient levées. Et donc, Rystad Energy s'attend à un retournement rapide de la situation sur le marché pétrolier. C'est un retournement de situation qui devrait être visible aux États-Unis, en Europe, ainsi que dans les pays du Moyen-Orient. Donc voilà pour ce point concernant le pétrole. C'est pour cela que l'on va également suivre le pétrole avec une grande attention. Et très certainement, cette fin d'année sera capitale pour le secteur de l'énergie. Alors après avoir abordé donc les matières premières, le gaz naturel et le pétrole, nous avons fait un rapide point notamment sur les vaccins et cette victoire de Joe Biden et les différents éléments à prendre en compte. Nous allons passer à présent sur les indices boursiers. Il n'y a pas eu de mouvement majeur hier, mais là actuellement le DAX sort de sa figure chartiste, et s'il parvient à poursuivre ainsi, la cible sera sur le précédent sommet, le sommet du 25 novembre, dernier rempart avant les 13 460. 13 460, ce sera donc notre objectif si cet élan haussier venait à se poursuivre sur le DAX allemand. Un DAX allemand qui est dans une configuration que l'on connaît assez bien, une figure chartiste qui se développe avec un nuage qui est en soutien en tant que support et qui a donc effectué une pression sur les cours, des cours qui se sont évadés à la hausse. Qu'en est-il du CAC 40 ? Alors le CAC 40 était sorti par le bas de son biseau ascendant, le nuage a fait le job en tant que support, il a renvoyé les cours à l'intérieur de la figure chartiste, et actuellement le CAC 40 fait face à la résistance des 5580 points. On passe à présent rapidement sur les indices américains. Il n'y a pas eu grand changement étant donné la faiblesse des volumes, étant donné l'absence de Wall Street. Concrètement ici par exemple sur le Nasdaq, nous sommes toujours aux alentours des 12 200 points. Nous avons un nuage en support ici, nous sommes au-dessus de la Kijun.
Les hausses sont peut-être à privilégier au vu de cette configuration technique. En tout cas, ce sera très difficile de trouver un catalyseur. Il faut se rappeler que l'objectif est à 12 245 points. Nous l'avions fixé ici. Cet objectif est issu de la projection d'Osoda. Et donc, c'est cette vague qui nous fournit cette projection V pour le Nasdaq. Qu'en est-il du Dow Jones? Alors, un Dow Jones ici également qui n'a pas fait grand-chose. Un Dow Jones qui s'était replié mercredi après la formation ici d'une ETE en intraday. Une ETE d'ailleurs qui était difficilement visible d'ailleurs en H4. En H4, pratiquement invisible en H4. Il fallait passer en H1 pour pouvoir la constater et en 30 minutes elle était clairement apparente, on la retrouve ici en 30 minutes. Donc cette ETE qui nous avait envoyé le Dow Jones en repli mercredi a permis au Dow Jones d'aller tester la borne supérieure de sa figure chartiste. Actuellement il tente de nous donner un signal d'achat en sortant de son nuage par le haut pour aller peut-être à nouveau titiller le seuil psychologique des 30 000 points. Le S&P 500 également, sans grand changement ici, au-dessus de tout élément Ishimoku. Les perspectives techniques sont haussières tant que nous sommes au-dessus de la Kijun et du nuage. Un nuage tout de même qui nous montre de certaines faiblesses, mais qui devrait se renforcer par la suite. Nous allons passer à présent sur le marché d'échange avec un biais vert qui est toujours sur ce fameux support, mais qui est en train de l'enfoncer petit à petit. L'euro-dollar, quant à lui, est toujours en train d'osciller à l'intérieur de sa figure chartiste. Il n'y a pas eu de franchissement. La figure chartiste est en train de s'affiner et en cas de franchissement de la borne supérieure, ce serait pour aller chercher les 1,20. L'USD Tree se replie, l'USD Tree est allé chercher le niveau qui nous donnait le signal d'achat. Malheureusement, l'USD Tree n'est pas allé jusqu'à la Kijun, il s'en est rapproché. Alors maintenant, quelles sont les perspectives? Elles sont neutres tant que nous sommes à l'intérieur de ce canal, entre ces deux bornes. Il faudrait un franchissement de cette borne inférieure pour espérer un repli en direction des 7,30. Et pour espérer une reprise de la hausse, il faudrait un franchissement de ce palier de Kijun, les 8,0355, ce qui nous permettrait d'aller effectuer ce pullback tant attendu en direction de l'oblique haussière. Une configuration technique intéressante à présent. GBP-CHF, j'étais dans l'attente d'un signal qui n'est toujours pas survenu, le GBP-CHF qui évolue dans l'enceinte d'un range, et donc j'étais dans l'attente du franchissement de la borne supérieure qui devait venir de pair avec une sortie du nuage hebdomadaire, ce qui nous aurait permis d'aller chercher les 1,2547. Il n'en est rien, le GBP-CHF s'est replié, il pourrait nous donner un signal inverse en sortant de son nuage hebdomadaire et il pourrait aller chercher donc le palier de Kijun hebdomadaire, les 1,1922. Mais au vu de cette configuration technique qui est assez claire, dans tous les cas, le signal de baisse, s'il intervient, devrait permettre d'aller chercher ici ce niveau. Donc voilà pour le GBP CHF que l'on va suivre avec attention. Et c'est sur ce que nous allons donc mettre un terme à ce Good Morning Market, un Good Morning Market qui était dédié au secteur de l'énergie. Dès lundi, nous allons attaquer la semaine avec un point hebdomadaire. Nous allons nous intéresser donc aux fondamentaux pour s'attaquer à cette nouvelle semaine du mois de décembre. Alors je vous remercie pour votre temps, pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente séance de trading, un excellent week-end. On se donne rendez-vous dès lundi pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.